Le parfum de bière éventée et de cigarettes bon marché flottait lourdement dans l'air lorsque je poussai la porte de la tanière des rats. C'est ainsi que nous appelions le bar délabré, en périphérie de la ville, qui servait de quartier général, officieux à l'organisation criminelle de Frank Wegner. Mon nom est Marcus Schneider, et depuis 3 mois, j'étais profondément infiltré au sein de l'un des groupes criminels les plus dangereux de la ville. Chaque pas, sur les planches, de bois usés, me donnait l'impression de m'enfoncer davantage dans la gueule du loup. Les néons tamisés baignaient tout dans une lumière jaune, sale, transformant les visages des présents en masques grotesques. Au mur pendèrent des affiches fanées de combats de boxe et de courses de motos oubliées depuis longtemps, témoins silencieux d'un passé plus glorieux. Je me frayais un chemin jusqu'au bar, hochant la tête en direction de quelques visages familiers. Comme d'habitude, Schneider demanda mot. Le barman, une montagne d'hommes avec des tatouages grimpant le long de ses bras comme du lierre. « Bien sûr », murmurai-je, en m'affalant sur un des tabourets vacillants. Mo me tendit un double whisky, et je saisis le verre, comme s'il était une bouée de sauvetage dans une mer de mensonges et de violence. Ces 3 derniers mois avaient pavé mes nerfs à rude épreuve. Chaque jour était un exercice d'équilibre sur le fil du rasoir. Un mot de travers, un geste maladroit, et ma couverture serait compromise. J'avais vu et fait des choses qui m'empêchèrent de dormir la nuit, mais je savais que c'était nécessaire. L'organisation de Wegner était comme un cancer qui rongeait la ville, et j'étais l'intervention chirurgicale destinée à l'éliminer. Mon regard se perdit dans le miroir enfumé derrière le bar. Je me reconnaissais à peine. Mes yeux étaient devenus durs, entourés de cernes sombres. Une barbe de 3 jours couvrait mon menton, et mes cheveux, autrefois coupés courts, tombaient, maintenant en désordre sur mon visage. Je ressemblais à l'un d'eux, et parfois je me demandais si je n'étais pas vraiment devenu l'un d'eux. « Schneider !» aboya une voix venant d'une table dans un coin. Je sursautai mais me repris immédiatement. Montrer la moindre faiblesse ici pouvait être fatal. Frank Wegner était assis là, entouré de ses plus proches associés. Son visage était une carte marquée de cicatrices, et de rides profondes, gravées par des années passées dans la pègre. Ses yeux froids et calculateurs me fixaient. « Approche !» Je terminais mon whisky d'un trait, sentant la brûlure descendre dans ma gorge et m'avançais. Chaque pas me donnait l'impression de m'éloigner un peu plus de ma véritable identité. Une fois arrivé à la table, Wegner désigna une chaise libre. Je m'assis, tous mes sens en alerte. Autour de la table se trouvaient les figures clés de l'organisation de Wegner. Il y avait Victor, la main droite de Wegner, un colosse avec un visage taillé dans le granit. Ses mains, posées sur la table, étaient couvertes de cicatrices, des souvenirs de combats innombrables. À côté de lui se tenait Natacha, une femme élancée aux cheveux roux flamboyants et au sourire aussi séduisant que mortel. Elle était responsable des finances et blanchissait l'argent sale de Wegner jusqu'à ce qu'il devienne d'une blancheur éclatante. De l'autre côté de la table se trouvait Karl, un homme frêle avec des lunettes à monture en nickel et un tic nerveux. C'était le génie informatique du groupe, capable de pénétrer dans n'importe quel système et d'effacer toutes les traces numériques. Et puis il y avait le docteur, un homme aux cheveux gris et aux yeux bleus perçants. Personne ne connaissait son véritable nom, mais tout le monde savait qu'il était celui qui faisait disparaître les problèmes, de manière permanente. « Ce soir, » commença Wegner d'une voix douce mais autoritaire, « nous allons enfin passer aux choses sérieuses. La cargaison arrive à minuit au port. Nous allons la récupérer. Et ensuite... » Il marqua une pause significative, son regard balayant chacun d'entre nous. « Ensuite, nous allons donner l'exemple. » Mon cœur se mit à battre la chamade, mais je me forçais à rester calme. La cargaison, cela devait être les armes dont j'avais entendu des allusions au cours des dernières semaines. Mais que voulait-il dire par « donner l'exemple » ? « Chef !» intervint Victor, sa voix grondante. « Êtes-vous sûr que nous pouvons faire confiance aux nouveaux ici ?»
Son menton fit un signe dans ma direction. Wegener éclata de rire, un son semblable à du verre brisé. « Schneider, il a prouvé sa valeur à maintes reprises, beau, ces derniers mois. Ou bien douterais-tu de mon jugement ?» Victor baissa les yeux. « Bien sûr que non, chef. »« Bien. » Wegener frappa dans ses mains. « Alors parlons du plan. » L'heure suivante fut consacrée à passer en revue chaque détail du coup imminent. Plus j'en entendais, plus mon estomac se nouait. C'était plus gros que ce que j'avais imaginé. Si cela réussissait, Wegener deviendrait le roi incontesté de la pègre et des dizaines de personnes innocentes mourraient. Je devais trouver un moyen de l'empêcher sans compromettre ma couverture. Mais comment ? Une fois la réunion terminée, Wegener se leva. « Nous nous retrouvons dans 2 heures, au port. Soyez à l'heure et sobre. » Son regard perçant se planta dans chacun de nous. « Et rappelez-vous, celui qui montre le moindre signe de doute est mort. » Sur ces mots, il quitta le bar, suivi de Victor et Natacha. Le docteur et Karl restèrent plongés dans une conversation discrète. J'en profitai pour me rendre aux toilettes. Une fois là-bas, je vérifiai rapidement chaque cabine pour m'assurer que j'étais seul. Puis je sortis mon téléphone, un modèle prépayé, impossible à retracer. De mes doigts tout tremblants, je tapai un message à l'intention de mon contact au commissariat. Ce soir, port minuit, gros coup, besoin de renfort. Je fixai l'écran, le doigt au-dessus du bouton d'envoi. Si j'envoyais ce message, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Soit nous parviendrons à coincer Wegener et sa bande, soit... Un bruit à la porte me fit sursauter. Je supprimai hâtivement le message et rangeai mon téléphone. La porte s'ouvrit brusquement et Karl entra. « Tout va bien, Schneider ?» demanda-t-il avec un sourire nerveux. « Tu as l'air un peu pâle. » Je me forçai à sourire. « Tout va bien, juste un peu trop du whisky spécial de Moe. » Karl éclata de rire, un son aigu et désagréable. « Oui, ce truc était meurtrier. Mais bon, mieux vaut que ce soit lui qui nous tue plutôt que le chef, non ?» Je riais avec lui, mais intérieurement, je me sentais comme paralysé. Les heures à venir allaient pas s'aller décider de la vie ou de la mort, et je n'avais aucune idée de comment m'en sortir. Le trajet jusqu'au port ressemblait à une descente aux enfers. J'étais coincé entre Victor et le docteur sur la banquette arrière d'un SUV noir. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Personne ne parlait, seul le ronronnement du moteur et le crépitement occasionnel de la radio brisaient le silence. En arrivant au quai, la nuit était d'encre. Des nuages lourds cachaient la lune et les étoiles, interrompus seulement par des éclairs lointains. Une tempête approchait, à l'image de celle qui grondait en moi. Nous descendîmes du véhicule et nous éparpillâmes le long du quai. Le vent se levait, fouettant les vagues contre la digue. L'odeur de sel et de poissons pourris flottait dans l'air, mêlée à un goût métallique annonciateur de pluie. Au loin, une lumière apparut. Le bateau. Mon cœur s'emballa. C'était le point de non-retour. Quoi qu'il arrive dans les prochaines minutes, ma vie en serait à jamais changée. Lorsque le bateau accosta, l'équipage sauta à terre. Des caisses furent déchargées, rapidement chargées dans nos camions. Je prêtais main forte, toujours en gardant à l'esprit de ne pas attirer l'attention. Mes pensées se bousculaient. Je devais trouver un moyen d'informer le commissariat sans trahir ma couverture. Soudain, un cri déchira la nuit. 2 des hommes de Wegener traînaient un jeune homme hors de la cale du bateau. Il était couvert de sang et manifestement gravement malmené. Mon sang se glaça en le reconnaissant. C'était Kevin Bauer, un jeune policier disparu il y a quelques semaines. « Ah, notre invité d'honneur !» grimaça Wegener froidement. « Amenez-le ici !» Ils jetèrent Trubauer aux pieds de Bissek et de Wegener. Le jeune policier gémit de douleur, son visage une masse de sang et d'échymose. Je dus mobiliser toute ma volonté pour ne pas courir à son secours. Ce ver de terre ici, Wegener donna un coup de pied dans les côtes de Bauer, pensait pouvoir nous espionner. Mais nous l'avons attrapé, n'est-ce pas, Kevin ? Bauer ne put émettre qu'un faible gémissement. Ses yeux gonflés et ensanglantés allaient quitter de l'un à l'autre, paniqués. Et maintenant, la voix de Wegener se fit tranchante. Nous allons envoyer un message à la police. Schneider. Je sursautai. Oui, chef ? Tu as l'honneur. Montre-nous que tu fais vraiment partie des nôtres. Achève-le.
Le monde sembla s'arrêter autour de moi. Mon regard alla de Wegener à Bauer qui me fixait de ses yeux remplis de douleur. À cet instant, il comprit qui j'étais. Je vis la reconnaissance briller dans ses yeux, suivie d'une lueur d'espoir. De mes mains tremblantes, je sortis mon arme. Wegener me tendit un couteau. « Fais-le personnellement », murmura-t-il à mon oreille, son souffle chaud contre ma joue. Je me penchai près de Bauer. Mon esprit fonctionnait à toute allure. Y avait-il une issue ? Pouvais-je nous sortir tous les deux d'ici ? Les secondes s'étiraient en éternité. « Allez », me pressa Wegener, « ou bien aurais-tu des scrupules ?» À ce moment-là, je pris une décision. D'un mouvement fulgurant, je me retournai, le couteau fermement en main. Je vis la surprise dans les yeux de Wegener lorsque la lame trancha sa gorge. Ce qui suivit fut un chaos de cris et de coups de feu. J'attrapai Bauer et le tirai derrière un conteneur. Les balles sifflaient autour de nous. Le tonnerre de l'orage qui approchait se mêlait au bruit de la fusillade. « Police !» criai-je de toutes mes forces. « Armes à terre !» Pendant un instant, la confusion régna. J'en profitai pour activer mon signal d'urgence, un petit émetteur caché dans ma montre. Les minutes suivantes furent un cauchemar de violence et de terreur. J'essayais de protéger Bauer tout en repoussant les assaillants. Ma couverture était grillée, et désormais il ne s'agissait plus que de survivre. Victor se rua sur nous, les yeux injectés de sang de colère. « Espèce de traître !» hurla-t-il en tirant furieusement dans notre direction. Je ripostai, le touchant à l'épaule. Il vacilla, mais ne tomba pas. Du coin de l'œil, je vis Natacha tenter de s'éclipser. « Karl !» cria-t-elle. « Efface tout, il faut qu'on file !» Le docteur surgit soudain à mes côtés, un scalpel à la main. Ses yeux étaient froids et calculateurs. « Tu n'aurais jamais dû t'en prendre à nous, Schneider », siffla-t-il. J'évitai sa première attaque, mais je sentis la lame effleurer ma joue. Du sang chaud coulait sur mon visage. D'un coup de coude désespéré, je le frappai à la tempe. Il tituba en arrière, trébucha sur une caisse et resta immobile. Juste au moment où je pensais que c'était la fin, j'entendis des sirènes au loin. Les renforts arrivèrent. Les gangsters paniquèrent, certains tentèrent de fuir, d'autres se battirent avec acharnement. « Vite, par ici !» cria une voix. Je me retournai et vis un homme âgé en civil, caché derrière un tas de conteneurs. C'était mon contact du commissariat, le commissaire Hartmann. Avec mes dernières forces je traînais Bauer en sécurité. « Dieu merci !» haleta Hartmann. « Nous avons cru arriver trop tard. » Lorsque les premières voitures de police envahirent les lieux, la résistance s'effondra. Les gyrophares éclairaient pour la scène. Des policiers affluèrent des véhicules. « Police, jetez vos armes, mains en l'air !» C'était terminé. Les heures qui suivirent se fondirent en un tourbillon d'interrogatoires, d'examens médicaux et de paperasses. Bauer fut transporté à l'hôpital, gravement blessé mais vivant. La plupart des gangsters, y compris Wegener grièvement blessé, furent arrêtés. Seuls Karl et Natacha avaient réussi à s'échapper, pour l'instant. La pluie martelait sans relâche le pare-brise, alors que je garais ma voiture de service devant la modeste maison individuelle. Il était 23h17, et moi, le commissaire principal, Jonas Hartmann, venait tout juste d'être tiré du lit. Un enfant avait disparu. Le cœur lourd, je sortis de la voiture. Ces affaires étaient toujours les pires, surtout depuis que j'étais moi-même devenu père. L'idée que quelque chose puisse arriver à ma petite Sophie me glaçait le sang. La maison de la famille Wagner était entièrement éclairée. À travers les fenêtres, je pouvais percevoir des mouvements agités. Lorsque je sonnai, une femme d'âge moyen ouvrit la porte d'un geste brusque. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses cheveux en désordre. « Vous êtes de la police ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. J'acquiesçai en lui montrant mon insigne. « Commissaire principal Hartmann, je suis ici pour le signalement de la disparition de votre enfant. » Elle éclata en sanglots et me tira à l'intérieur de la maison. Dans le salon, un homme était assis sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Il ne leva même pas les yeux lorsque nous entrâmes. « Je vous en prie, supplia Madame Wagner. Vous devez retrouver Julia.
Elle n'a que 8 ans. Elle ne partirait jamais comme ça. » Je pris une profonde inspiration et m'efforçai de rester calme. « Racontez-moi tout depuis le début. Quand avez-vous vu Julia pour la dernière fois ?» La demi-heure suivante fut consacrée à interroger les parents et à prendre des notes. Julia était sortie jouer dans le jardin vers 19 heures. Lorsque sa mère avait voulu l'appeler pour dîner, elle avait disparu. Aucune trace de violence, aucun signe d'effraction. Je fis appel à des renforts et organisai une opération de recherche dans le quartier. Toute la nuit, nous avons fouillé la zone, frappé aux portes, inspecté chaque buisson, sans succès. Le lendemain matin, nous avons élargi la recherche. Des hélicoptères survolèrent la ville, des chiens reniflaient les vêtements de Julia. Je dormais à peine, buvais du café comme de l'eau. Les images de Julia, souriante sur les photos de famille, s'imprimaient dans ma mémoire. Au fil de l'enquête, je découvris quelques détails étranges. Un voisin avait rapporté un bruit inhabituel dans la nuit, comme un cri étouffé suivi d'un bruit de moteur. Une autre voisine mentionna un homme étrange qui avait été aperçu à plusieurs reprises dans la rue les jours précédant la disparition. 3 jours passèrent. Aucune trace de Julia. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Le visage de Julia était partout. Je sentais la pression, les attentes du public, le désespoir des parents. Une nuit sans sommeil, je repassais en revue tous les indices. Quelque chose me taraudait, un détail que j'avais peut-être négligé. En feuilletant mes notes, je remarquais quelque chose. L'homme étrange aperçu par la voisine. Sa description correspondait à celle d'un ouvrier qui avait récemment travaillé chez les Wagner. Le 4e jour, nous reçûmes un nouvel indice. Une dame âgée nous signala une camionnette suspecte qu'elle avait vue la nuit de la disparition de Julia. La description correspondait à un véhicule appartenant à l'entreprise de l'ouvrier. Nous avons suivi cette piste, vérifié les caméras de circulation, interrogé des témoins. Peu à peu, un tableau se dessinait. La camionnette appartenait bien à l'entreprise qui avait travaillé chez les Wagner et dans le quartier. Lorsque nous sommes arrivés à l'adresse de l'entreprise, la tension était à son comble. Le bâtiment était un complexe industriel délabré en périphérie de la ville. Mon cœur battait à tout rompre alors que nous approchions de l'entrée. « Police, ouvrez la porte !» criai-je en frappant fort contre le métal rouillé. Pas de réponse. D'un signe de tête, je donnai le signal. Mes collègues enfoncèrent la porte et nous avons fait irruption à l'intérieur, armes à la main. L'intérieur était un labyrinthe de couloirs et de pièces. Des caisses et de vieux bric-à-brac s'entassaient partout. Une odeur d'humidité et quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air. Nous nous sommes répartis pour fouiller chaque pièce. Mon souffle était court, chaque ombre semblait bouger. Puis je l'entendis, un léger gémissement, à peine audible. Je suivis le bruit, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il ne me trahisse. Au bout d'un couloir sombre, je vis une porte d'où s'échappait une faible lumière. Les mains tremblantes, j'attrapai la poignée. Elle était verrouillée. Sans hésiter, je défonçai la porte. Ce que je vis me glaça d'effroi. Au milieu de la pièce, un homme tenait un couteau dans une main, Julia dans l'autre. La petite pleurait doucement, ses yeux écarquillés de peur. « Lâchez l'enfant !» criai-je, mon arme pointée sur l'homme. Ses yeux paniqués allaient dans tous les sens. « Vous ne comprenez pas !» haleta-t-il. Je devais le faire. Elle me l'a ordonné. « Qui ?» demandai-je, essayant désespérément de le distraire tout en me rapprochant. « Ma mère » murmura-t-il. « Elle est morte, mais elle continue de me parler. Elle m'a dit que je devais sacrifier la petite fille. » À ce moment-là, je vis ma chance. D'un bond, je me jetai sur l'homme.
Nous tombâmes au sol, le couteau glissa sur le sol en béton. Julia cria et courut vers la porte. Nous luttions, roulant sur le sol poussiéreux. Ses ongles griffaient mon visage, mais je ne lâchai pas prise. Soudain, il attrapa quelque chose. C'était un tournevis qui traînait par terre. Il le leva, visant ma gorge. À la dernière seconde, j'esquivai, et le tournevis ne fit que frôler mon épaule. La douleur irradia dans tout mon corps, mais je l'ignorais. De toutes mes forces, je frappai, atteignant l'homme au menton. Il vacilla, et j'en profitai pour le plaquer au sol, et enfin, lui passer les menottes. Lorsque je relevai la tête, je vis Julia debout dans l'encadrement de la porte, entourée de mes collègues. Des larmes coulaient sur son visage sale, mais elle était en vie. Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard. Julia fut emmenée à l'hôpital, l'homme arrêté. En fouillant le bâtiment, nous avons découvert un journal troublant du criminel, révélant ses délires et la planification d'autres enlèvements. Un frisson me parcourut l'échine, en pensant à ce qui aurait pu se passer si nous ne l'avions pas arrêté à temps. Lorsque je rentrai enfin chez moi, je serrai ma propre fille dans mes bras et remerciai le ciel d'avoir retrouvé Julia à temps. Le soulagement était immense, mais je savais que l'affaire était loin d'être terminée. Dans les semaines qui suivirent, j'aidai Julia et sa famille à surmonter ce qu'ils avaient vécu. L'homme, dont le nom était Stefan Krüger, fut déclaré irresponsable et interné dans un établissement psychiatrique. Ses aveux et les enquêtes révélèrent une histoire d'abus et de négligence qui me bouleversa profondément.